Mon objectif, c'est vous présenter la troisième version de la Constitution Instant Z. Alors, vous vous posez peut-être la question, pourquoi la troisième? On n'a pas vu la deuxième. La deuxième, elle est restée un petit peu à l'interne. On l'avait créée un petit peu sous la forme d'une FAQ, c'est-à-dire une série de questions, et on y répondait, ça faisait office de constitution. On s'était imaginé que ce serait un format qui serait plus facile à s'en saisir pour les clients. Et puis en fait, en l'occurrence, ça n'a pas été beaucoup plus facile. Et ce qui fait qu'on est passé tout de suite à la troisième, et c'est la troisième dont on a avancé dans quelque chose de suffisamment efficace pour pouvoir la présenter en tout public, chose qu'on va faire aujourd'hui. Alors normalement j'aurais dû être avec Cécile, mais finalement c'est réorganisé, elle avait une opportunité, elle ne sera pas là, donc je suis tout seul. Et pour en parler, eh bien, ce qui m'a semblé le plus simple, c'est de potentiellement directement plonger dans le document. Donc, j'ai pas fait de slide ou de choses comme ça pour essayer de mettre en avant les différents points, parce que ça me semblait être de la répétition de ce qui est déjà dans le document. Alors, première chose qui va changer en gros, c'est la structure générale du document. Donc, je vais vous parler déjà là de la forme. Et puis, pour parler de la forme, eh bien, on va passer ici sur la table des matières pour se rendre compte que sur la première partie, c'est-à-dire du chapitre 2 qui traite de l'identité de l'organisation au chapitre 8 qui traite des réunions, eh bien, nous avons au total 21 pages. Et en fait, sur ces 21 pages, il y en a la moitié qui sont des règles, c'est-à-dire des éléments réglementaires, puisque la Constitution, c'est un document, on va dire, juridique pour l'organisation. Et notre objectif, c'était vraiment de rendre ça le plus court possible, parce que dans l'ancienne version, qui était un document d'une cinquantaine de pages, eh bien, ça semblait toujours un travail phénoménal pour les gens de s'attaquer à réécrire leur constitution ou à créer leur constitution. Donc, au contact de certains clients, eh bien, on s'est attelé à essayer de rendre la partie euh, juridique, la partie réglementaire, le plus court possible. On va voir que toute la première partie, elle est constituée comme ça. Sur la page de gauche, eh bien, il y a les règles, celles qui font foi. Et puis, sur la page de droite, eh bien, on va trouver une petite partie résumée, en gros, qui résume ça, un élément qui rappelle l'intention. Donc, résumé, c'est ce que ça fait, et l'intention, c'est pourquoi ça a été pensé comme ça. Donc, c'est-à-dire que là, on est dans une partie qui est pédagogique, et puis on a aussi une petite FAQ. Alors, on a mis juste deux, trois questions avec deux, trois grosses questions qui reprennent souvent un petit peu déjà ce qui est à côté. Mais surtout, sur chacune de ces pages, on va voir que c'est la même chose pour chacune d'entre elles, on a un QR code, et ce QR code, eh bien, il amène à une page sur notre wiki, sur lequel on va trouver toutes les réponses aux questions, enfin toutes. Alors, elles n'y sont pas toutes encore, mais ça viendra, ça permet de compléter le document sans avoir besoin de le réimprimer. Les questions qui concernent, par exemple ici, les documents fondateurs, hein, puisque là, on est sur l'identité de l'organisation. Donc, on va traiter des documents fondateurs. Donc, les 20 premières pages, c'est ça, 10 pages de règles et 10 pages de résumé, intention, FAQ. On retrouve ce fonctionnement systématique page après page. Alors, je vais revenir sur le contenu après, puis surtout sur les nouveautés de contenu. Euh, mais je passe ici à la troisième partie, c'est les annexes. En fait, on a sorti plein de choses de la partie réglementaire qu'on va retrouver dans les annexes. Euh, et donc ici, on a une vingtaine de pages qui restent avec, je passe vite parce qu'on va repasser dessus après, un certain nombre d'éléments, notamment des processus, comme on le voit ici, des processus de réunion, des processus de prise de décision, etc. Donc, plein d'éléments qui ne sont pas constitutionnels. Ça veut dire que l'organisation a plus loisir de les changer que la partie blanche. Si demain je veux changer ce document, eh bien, si je change la partie blanche,
ça passe par un processus de validation constitutionnelle. Et par contre, pour tout autre changement, que ce soit les parties grises ou les annexes, eh bien là, on est des changements de moindre importance. Donc ça rend aussi le document plus facilement adaptable. Voilà, ça c'était pour la forme. Je me rends compte que je vois pas le chat pour l'instant, donc je vais vite m'afficher ça, le chat au cas où vous mettez quelque chose. Euh, et puis sur le contenu, euh, alors je vais revenir sur la table des matières qui est ici pour vous en parler. Euh, Tout d'abord, on va commencer par ici, enfin moi j'ai envie de vous parler particulièrement de la partie structure en cercle et puis sur les rôles. Euh, pour deux choses. Tout d'abord, le rôle source. Le rôle source, c'est quelque chose qui n'existait pas dans la première version de la Constitution, qu'on a mis en place à l'instant Z depuis plusieurs années maintenant. Donc c'est moi qui ai le rôle source aujourd'hui, pour faire suite à Yvan Schallenberg notamment, qui avait le rôle et qui était la personne source de l'instant Z avant son départ. Et puis, ça, c'est le seul rôle qui est du coup constitutionnel. C'est-à-dire que pour en changer la raison d'être, les attendus, les domaines d'autorité, eh bien, on doit rentrer dans le processus de modification de la Constitution. Contrairement aux autres rôles, euh, pardon, hop, une page plus loin, euh, aux autres rôles structurels, comme le lien représentation, le rôle facilitation, le rôle mémoire, etc., euh, qui ne sont définis que par leur intention. La définition exacte, c'est-à-dire le contenu de ces rôles, eh bien, il n'est pas constitutionnel. Ce qui est constitutionnel, c'est de les avoir créés, c'est que ces rôles existent, mais par contre, leur définition, euh, elle peut être adaptée beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que de temps en temps, on a besoin de rajouter des attendus pour de la clarté, que ce soit au rôle facilitation, que ce soit au rôle mémoire, ou bien pour les adapter aux différentes organisations. Et puis, si chaque fois c'est une modification de la Constitution, eh bien, c'est beaucoup de travail. Et donc, l'idée de ne définir que leur existence et pas leur définition, eh bien, ça nous semblait quelque chose qui rajoutait de l'agilité. Euh, Si je reviens sur la page d'avant, hop, non, pardon, c'était pas la page d'avant. J'aurais dû- Voilà. Donc ces rôles sont obligatoires, chaque cercle doit les créer et les attribuer. Alors, on verra que dans les annexes, il y a des modèles, et c'est là qu'on les retrouvera. Ensuite, toujours dans la notion des rôles, on a ajouté la notion de rôle template, qui est une nouvelle notion que, a priori, on ne s'est pas inspiré d'ailleurs, on l'a créé pour un client, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la mécanique des rôles structurels, qui voulait que on puisse avoir des rôles qui aient la même définition à travers toute l'organisation, eh bien, c'était quelque chose qui n'existait que pour ces rôles structurels prédéfinis. Et on s'est retrouvé dans certaines situations où les organisations, elles avaient un intérêt à créer des rôles qui soient les mêmes partout. Par exemple, d'avoir des notions de chef de projet, par exemple, qui seraient définies dans toute l'organisation de la même manière, parce que ça ne valait pas la peine que chaque équipe redéfinisse nécessairement son propre chef de projet. On peut avoir aussi des notions de responsable qualité qui doivent être à différents endroits de l'organisation, quand on est dans des systèmes ISO, par exemple, qui nécessitent là aussi d'avoir la même définition. Et donc le rôle template, c'est un rôle qu'on va définir à un endroit et dont toutes les autres versions dans la structure, eh bien, doivent copier le contenu. Alors, comme les rôles structurels, un rôle template, on peut lui rajouter des choses sur ces différentes instances, mais par contre, la raison d'être de base, les attendus de base et les domaines d'autorité de base restent les mêmes à tous les endroits. Donc ça, c'est une façon de généraliser le concept de rôle structurel, et donc c'est-à-dire que les rôles structurels sont des rôles templates,
Ils peuvent être obligatoires ou facultatifs. Ils peuvent être des liens. Quand c'est des liens, ça veut dire qu'ils appartiennent en même temps au cercle où ils sont et au cercle qui les englobe. Et puis, euh, et puis voilà, hein, parce que les modifications de suppression, c'est juste pour dire que c'est la même chose. Et ça veut dire que, par exemple, si on prend le lien pilotage, on voit que dans sa définition ici, je vais essayer de faire un peu plus grand. Hop, bah, je suis déjà grand. Est-ce que je peux encore? Non, je peux pas plus. Le cercle d'ancrage crée un rôle template de type lien, appelé lien pilotage. Ça veut dire que ça va être un rôle qui est affecté à deux endroits, qui répond d'un cercle spécifique et en pilote l'activité. Ce rôle est un lien obligatoire pour tous les cercles de l'organisation. Il est attribué par le lien pilotage du cercle englobant. Donc on définit son affectation, on définit qu'il est obligatoire, on définit que c'est un lien. Et donc cette structure de rôle template, bah, ça nous permet de créer tous les rôles qu'on voudrait, les gardiens du temps, par exemple, hein, que certaines organisations utilisent en disant bah, est-ce que le gardien du temps, c'est un rôle qui est obligatoire ou qui est facultatif, etc. Voilà, ça c'est une grosse modif qui a été amenée en permettant de généraliser cette mécanique par rapport à notre version précédente. Les autorités. Alors là aussi, je pense qu'on a clarifié un petit peu un certain nombre de choses. Ce sur quoi j'avais envie de revenir, c'est le chapitre 6.1, primauté de la loi. On a quand même tenu à rappeler que rien dans ce document ne pouvait aller à l'encontre des lois nationales, des réglementations régionales, etc., ou tous les aspects juridiques qui entourent l'organisation. Parce que on a des fois la sensation que quand on parlait de gouvernance partagée, les gens avaient l'impression qu'ils parlaient de rien du tout. Et c'était important de le rajouter pour nous. Euh, On a rappelé que finalement, l'autorité de l'entité juridique, hein, il y a souvent une entité juridique dans les organisations, même quand on est une association, on a un comité, euh, on a un conseil d'administration dans les entreprises, etc. Et donc, on a voulu préciser que c'est cette entité juridique qui possède toutes les autorités de base et qui décide d'en déléguer un certain nombre, notamment à ce qu'on appelle le cercle d'ancrage ou le cercle opérationnel. Et donc, on a voilà, réglementé comment ça marchait, c'est-à-dire que euh, chaque cercle qui a de l'autorité, donc à base l'entité juridique pour commencer, elle délègue de l'autorité qui peut à son tour être déléguée. Ce qui est assez intéressant ici, c'est que, euh, je vais faire un petit zoom, voilà. Euh, Pom, 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 c'est marqué où? Pardon. Voilà, les décisions qui entrent dans le domaine d'autorité confiées à un cercle sont prises en validation collective. Alors, deux choses là-dedans. Le premier, c'est qu'on est parti de ce préavis, c'est que si on délègue l'autorité à un cercle, tant que ça n'a pas été redistribué à quelqu'un d'autre, eh bien, ça reste une décision collective. On a travaillé dans des organisations qui avaient de la peine à se détacher du modèle hiérarchique, où ils avaient changé cette phrase en disant bah, que quand on confie à un cercle, et qu'on n'en faisait rien, eh bien, ça veut dire que c'était le pilote. Donc, ça restait plus centralisé et plus descendant que dans la version que nous, on a choisie dans cette version-là. Voilà, donc on définit en détail là comment ça fonctionne, la prise de décision notamment à travers l'autorité. Vous avez peut-être vu qu'on a mis validation collective. Donc on a pas défini la décision par consentement. On n'a pas mis décision par consentement partout. On a mis validation collective. Et il y a quelque part, c'est marqué que quand on prend une décision collective, eh bien, c'est la décision par consentement qui s'applique, à moins que l'organisation ou que l'équipe ait choisi ensemble d'un autre moyen. Donc ça permet un petit peu plus de variation dans les modèles de validation collective qui sont proposés.
Euh, je regarde les commentaires là. Euh, on en reparle après, David, si ça va pour toi, pour être sûr d'avoir bien compris. Euh, et puis, du coup, après cette partie autorité, on a une partie règles. Alors, ça, je pense que c'était quelque chose qui était aussi assez flou et assez peu clair. J'ai l'impression que d'ailleurs, c'est un petit peu dans toutes les formes de constitution que j'ai eu l'occasion de lire. J'ai relu encore il y a pas si longtemps que ça la constitution de l'holacratie. Après, peut-être qu'un connaisseur me détromperait. Mais en gros, il y a des règles qui sont associées à des domaines d'autorité. Donc, par exemple, on m'a confié un domaine d'autorité sur la communication sur le site web. C'est-à-dire que je peux poser une règle associée à ce domaine-là, que je sois un cercle ou que je sois un rôle. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, cette règle, elle s'applique à toute personne dans l'organisation qui veut impacter sur le domaine qui m'a été confié. Donc, ça devient une règle générale. Et simplement, je ne la verrai peut-être pas si je ne suis pas confronté à ce domaine. Et puis après, on peut poser aussi des règles de cercle, c'est-à-dire c'est des règles qui concernent uniquement l'équipe, des gens qui sont dans le cercle. Donc par exemple, c'est les jours de réunion, les horaires, comment se passent par exemple les vacances, si c'est pas quelque chose qui est généralisé. Chaque groupe peut réglementer son fonctionnement d'équipe, et ces règles, par contre, elles sont valables que dans le champ des cercles. Euh, on a aussi intégré la notion de durée de validité des règles, parce qu'on a trouvé que c'était vraiment quelque chose qui était important pour lutter contre les règlements qui sont obsolètes. C'est la notion de durée de validité des règles. Donc, les règles de cercle ou les règles de domaine de cercle, eh bien, là, elles sont obligatoires, elles sont facultatives lorsqu'il s'agit d'une règle associée au domaine d'un rôle. Voilà. Euh, Et on arrive sur la partie droits et devoirs. Donc ça aussi, c'est exprimé beaucoup plus clairement que dans notre version 1. On l'avait déjà dans la version 2. Euh, L'idée, c'est de rappeler que en gouvernance partagée, on est dans un système où il y a des droits et des devoirs. Alors, si on lit un petit peu ce qui est marqué, on va voir que c'est surtout des devoirs qui sont marqués dans cette liste. Euh, Pourquoi est-ce qu'on a laissé droits et devoirs? C'est parce que l'ensemble du document, c'est les droits que j'ai. J'ai les droits de changer des choses, j'ai les droits de faire des propositions, j'ai les droits de m'appuyer sur tel et tel document. Mais au regard de ça, eh bien, chaque organisme a un certain nombre de devoirs qui deviennent aussi ben, les droits des autres éléments. Donc, par exemple, on a les droits et devoirs d'un membre, on a aussi des droits et devoirs d'un rôle, c'est-à-dire à partir du moment où je suis en charge d'un rôle, ben, j'ai des droits et devoirs, d'un cercle, donc à partir du moment où on est une équipe de personnes à mettre de l'énergie dans un cercle, eh bien ça devient notre devoir d'organiser ça, et puis on va avoir les droits et devoirs de l'organisation. Alors on va juste regarder rapidement en quoi ça consiste. Donc, droit et devoir d'un membre, c'est de transformer les tensions en demande ou proposition. Donc, c'est-à-dire que si j'ai un problème, si j'ai besoin de quelque chose, j'ai le devoir de transformer ça en une demande ou une proposition, c'est-à-dire d'agir et de pas juste ressasser mes problèmes. De cultiver la confiance. Donc, la confiance, c'est une valeur fondamentale. Et donc, on me demande de travailler le plus possible dans la notion de confiance, et puis surtout d'agir si je vois que je perds la confiance en quelqu'un, et puis trouver sa place, eh bien là aussi, il y a plein de rôles, il y a plein de choses, donc je dois être proactif en fait à trouver la place dans l'organisation. Alors bien sûr, il y a des rôles comme le lien pilotage qui sont là aussi pour nous aider à trouver notre place, mais c'est pas juste attendre que ces rôles se manifestent, c'est aussi avoir un côté proactif. Voilà. Le devoir d'un rôle, du coup, de documenter son activité, respecter ses attendus,
évaluer la correspondance entre l'activité et les résultats attendus, prioriser les actions. Même chose à peu près pour le cercle, je ne vais pas m'étaler ici. Et puis de l'organisation, respecter sa raison d'être. Ça semble bête, hein, mais ça veut dire que l'organisation doit respecter sa raison d'être. Donc quand elle me propose de faire des choses ou quand quelque chose se passe qui va à l'encontre, eh bien c'est tout ce qui justifie notamment les objections. Euh, Assurer la performance et la pérennité. Donc ça c'est aussi pour lui donner le droit de mettre en place les moyens nécessaires pour garantir sa durabilité, hein. C'est-à-dire que toute la notion de recadrage, elle a le droit de recadrer ses membres si la validité de l'organisation est mise en péril. Prendre soin de l'humain et puis favoriser la résolution de conflits. L'organisation doit instaurer les conditions nécessaires pour résoudre les conflits interpersonnels. Et donc ça, dans la première version de la Constitution, on avait beaucoup plus de choses qui définissaient ce qu'il fallait dans les aspects relationnels. Et puis ici, eh ben, en fait, à travers ces deux articles, en gros, on dit l'organisation, elle doit mettre en place ce qui est nécessaire pour gérer les conflits, pour prendre soin de l'humain, mais on ne dit pas constitutionnellement comment elle doit le faire. Voilà. Et puis, dernier élément, les réunions. Et là aussi, eh bien, on va voir que ce qu'on a dans les réunions, c'est uniquement leur liste ici et euh, oups, pardon, j'ai un appel. Et une description de chacune d'entre elles à travers un but, de qui participe, à quelle fréquence et quel processus utiliser. Donc le but, c'est pas constitutionnellement de définir exactement comment se déroulent ces réunions, parce qu'on se rend compte que chaque organisation, non seulement va développer ses propres modèles, mais en plus, ces modèles vont évoluer, parce que si on veut pouvoir se dire, ah bah tiens, il faudrait qu'on rajoute des choses, parce que ça c'est pas structuré, on pourrait gagner du temps, etc. Euh, et le processus, eh bien, c'est marqué, si le cercle n'a pas défini un autre processus, celui décrit dans les annexes s'applique, et donc c'est là qu'on on l'a sorti. En proposant bah, si l'organisation n'a pas fait l'effort de trouver enfin l'effort, c'est pas une histoire d'effort, mais elle n'a pas pris le temps de se définir son propre processus, eh bien, elle a des processus tout prêts justement dans cette partie des annexes. Donc c'est à ça aussi que servent les annexes, à fournir des modèles de rôle structurel ou des modèles de réunion, puisqu'ils ne sont plus constitutionnels. Voilà. Euh, Alors, petite question de David, pourquoi avoir mis les droits et devoirs de l'organisation alors que ça correspond à chaque personne? Euh, alors, bon, c'est différent, hein, donc c'est différent entre les personnes, entre les membres. Est-ce qu'on peut se poser la question de est-ce que c'est une responsabilité euh, humaine finalement de la personne? Oui, probablement que c'est important que chacun prenne soin de l'humain, que chacun favorise la résolution de conflits, effectivement. C'est pertinent comme remarque. Là, c'est plus qu'il y a un devoir de mise en place d'un certain nombre de choses qui, par contre, ne dépendent pas de la personne. Euh, Là, il y a un devoir de recadrage qu'effectivement, on peut attendre de tout le monde, mais l'organisation est la première visée. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on insiste beaucoup maintenant, c'est que même si on a des devoirs qui sont collectifs, même si certains comportements, on les attend de tout le monde, eh bien, on essaye de nommer des gens à travers les rôles qu'ils vont incarner euh, pour avoir un focus particulier. Parce qu'on se méfie d'un biais, je crois que c'est le biais de conformité. Et je profite de raconter cette petite anecdote. C'est une expérience sociale ou psychosociale qui a été faite, hein, où on met une personne dans une pièce et puis tout d'un coup il y a de la fumée qui sort de derrière un meuble et la personne elle va passer tout de suite à l'action en allant chercher de l'aide. Mais si on refait la même expérience en mettant 9 comédiens qui sont engagés pour ne pas réagir,
ben, cette dixième personne, quand elle voit sortir la fumée, elle regarde les neuf autres et en fait, elle ne bouge pas. Et donc, le, on fait attention de ne pas avoir des droits et devoirs qui soient vraiment collectif sans avoir une personne qui en est le gardien ou la gardienne. D'ailleurs, c'est tous les rôles structurels, les rôles de pilotage, etc. Et donc là, quand on met responsabilité de l'organisation, a priori, c'est le pilote de l'organisation qui va être particulièrement attentif à ça, avec potentiellement aussi le rôle source. David, est-ce que tu veux intervenir maintenant Ouais, pour ouais, merci pour préciser? la clarification. Je peux tenter une reformulation pour voir si ça correspond à ce que j'entends. Euh, donc il y a un certain nombre de droits et devoirs qui ont été listés pour le membre. Ce que j'entends, c'est que ces droits et responsabilités s'appliquent à chaque membre, donc chaque membre fait un effort pour ça, alors que les droits et responsabilités qui ont été listés comme ceux de l'organisation, chaque membre en fait devrait s'assurer que c'est pris en charge par l'organisation et que ça peut nécessiter la mise en place d'une structure pour ce faire ou éventuellement, s'il n'y en a pas, le membre prend en charge de faire cela pour le groupe, quelque part. Alors, en tout cas, sur la première partie, oui, c'est ça. C'est-à-dire, en tant que membre de l'organisation, si j'ai l'impression qu'on ne prend pas soin de l'humain, mon premier réflexe, ça devrait être de se dire, OK, l'organisation devrait le faire, donc je vais faire remonter une demande. C'est-à-dire que c'était le point qu'on avait mis ici, transformer les tensions en demande ou proposition. C'est-à-dire, si je vois qu'on ne prend pas soin de l'humain, je vais faire une proposition, une demande à l'organisation, c'est-à-dire potentiellement au cercle d'ancrage, pour qu'elle réponde à ses devoirs. Ça ne m'empêche pas moi-même potentiellement de faire quelque chose, mais selon le rôle que j'ai, eh ben, ça ne sera peut-être pas dans mon champ d'activité. D'accord? Ça répond à la question. Super. Euh, donc voilà, ça c'était pour le contenu. On va passer encore maintenant rapidement sur les annexes. Ce qu'on a mis en premier, c'est un document qu'on utilise vraiment de plus en plus, qu'on appelle les fondements de la gouvernance partagée, avec quatre valeurs et cinq piliers. Donc les valeurs, c'est la confiance, la coopération, la souveraineté et la responsabilité. Ça nous donne l'impression qu'à travers ces quatre valeurs, on arrive à encadrer tout ce qui est nécessaire pour que la gouvernance partagée, ça fonctionne en termes de posture. Et puis les piliers, eh bien, c'est cinq éléments qui sont nécessaires pour que, à mettre en place pour que là aussi, et là, c'est pas tellement une histoire de posture, c'est plutôt des mécanismes à mettre en place pour que ça fonctionne. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces piliers? On va retrouver une culture explicite, donc ça veut dire qu'on doit avoir des documents écrits qui disent, qui décrivent nos valeurs, qui définissent notre raison d'être, ou bien toute autre forme qu'on pourrait les donner. Il faut de la clarté dans les rôles et les contributions. Donc ça c'est typiquement un schéma de encercler rôles. Ça peut être toute autre forme qui met de la clarté dans qui fait quoi. La recherche de l'efficacité dans la prise de décision, donc c'est-à-dire se poser la question quelle est la bonne façon de prendre les décisions. Et quand on parle d'efficacité, c'est pas nécessairement de la rapidité, puisqu'une décision collective, elle est efficace dans le sens où elle engage les gens. Donc la recherche de la bonne façon de décider à quel endroit, c'est fondamental. La capacité à se réorganiser avec agilité, c'est-à-dire de ne pas être dans quelque chose de figé, mais de pouvoir le modifier. Et puis la transparence des informations importantes. Qu'est-ce que ça veut dire importante? C'est celles qui vont permettre à chacun, dans sa souveraineté, de prendre des décisions. Pourquoi est-ce que ce document il a été créé? Ben, parce qu'on se rend compte que un des points de départ, notamment de l'holacratie, c'est de signer la Constitution quand les gens s'engagent en holacratie, mais que c'est quelque chose qui est gentiment impossible à faire parce que c'est un document dont on ne comprend pas nécessairement encore les tenants et les aboutissants. Et là, l'idée, c'est plutôt d'engager les organisations sur ces fondements. C'est-à-dire, est-ce que
vous avez envie de cultiver ces valeurs? Est-ce que vous êtes prêt à mettre en place ces piliers? Et si oui, eh bien, ça veut dire qu'on peut s'engager dans une démarche de gouvernance partagée. Et puis, au moment où on voudra mettre de la transparence quelque part, puis que les gens ils diront, ah ouais, non, mais ça, on n'est pas prêt, on dira, ah, là, c'est un des piliers, et si vous ne le faites pas, ça va moins bien fonctionner, en fait. Donc, c'est un petit peu le manifeste d'engagement dans une démarche de gouvernance partagée qui permet aux gens de prendre conscience en fait de ce que c'est. Et donc, chacune de ces valeurs et chacun de ces piliers est décrit sous la forme d'un petit paragraphe là. Hop, j'arrive plus à tourner les pages. Ah voilà. Pardon, c'était. euh, j'ai eu un petit blocage. Donc voilà, ça c'était ça. Ensuite, on a remis ben, voilà, la carte de la démarche Z, c'est quand même la, c'est quand même notre point de départ. Et du coup, on a mis une table des matières qui permet de retrouver chacun des termes là, où est-ce qu'il est traité, en fait. Donc, si je veux savoir le lien pilotage, où est-ce qu'il est défini, ben, je vais en retrouver un petit bout à la page 11, un petit bout à la page 29. Donc, ça me permet tous les éléments de la cartographie de la démarche Z, ben, de le retrouver directement dans ce document, si je cherche à faire le lien. On va retrouver donc nos rôles structurels comme le pilotage, le lien représentation, le rôle mémoire, définis avec nos définitions les plus complètes. En formation, on utilise des versions un petit peu simplifiées, mais là, c'est nos versions les plus complètes et les plus précises sur ce qu'on attend, donc qui changent de la version, de la première version de la Constitution, parce on a affiné le vocabulaire. On va retrouver les processus de décision euh, classiques, décision par consentement, concordance, etc. En annexe, élection sans candidate, les réunions opérationnelles, enfin les différentes réunions, réunions opérationnelles, réunions d'orientation, etc. Et puis, comme chacune de ces réunions fait le lien avec des ressources pédagogiques, eh bien, on va trouver là aussi un QR code qui va amener sur la page du wiki sur laquelle on retrouve ces différentes fiches. Voilà. Et puis on arrive, je crois, gentiment à la fin, avec ici un petit schéma qui permet de retrouver un petit peu ce que c'est les liens représentation, les liens pilotage, les rôles structurels, les liens transverses, etc. Et la dernière partie, c'est le glossaire avec tous les termes qui sont un petit peu spécifiques ou moins spécifiques euh, qu'on va retrouver dans le document, et puis les numéros de page où ils sont cités, où on peut trouver des informations complémentaires. Et voilà, on arrive au bout avec une page de notes et une page de remerciements. En fait, il y a pas mal de gens qui nous ont challengés ou qui ont relu un petit peu ça. On peut noter notamment quelques personnes de l'équipe de gouvernance cellulaire, euh, soit qui nous ont inspirés, soit qui ont relu. On a des clients aussi avec qui on a travaillé sur la création de constitutions pour leurs organisations qui nous ont fait cheminer. Voilà, ils sont listés ici. Et puis le dernier élément, c'est ce QR code ici qui permet d'accéder à la page du wiki que je dois avoir ouvert quelque part. Ah oui, mais j'ai plein de trucs dessus. Voilà, qui va nous amener ici où on va retrouver ben, la Constitution sur la page du wiki, ben, celle qu'on a feuilletée juste à présent. Et puis un lien ici pour la charger en version ODF. Donc elle est en CC BY SA dans un format éditable. Mais dans la version éditable, eh bien, on va retrouver que les 10 pages de réglementation, enfin de réglementaire, parce que finalement c'est un petit peu ça que les gens vont surtout vouloir adapter, et pas le document mis en page qui lui a été fait dans un logiciel un peu plus spécifique. Voilà, je crois que j'ai fait le tour d'un petit peu tout. Ah bah peut-être juste pendant que je suis dans le wiki, ici, donc dans les ressources du wiki, on va retrouver nos exemples de documents. Et donc là, c'est là qu'on va retrouver la constitution de l'instant Z
la version 3, mais on retrouve aussi la version 1 et la 2 pas encore, et puis d'autres documents qu'on utilise nous à l'interne. Et puis c'est là aussi qu'on va retrouver la FAQ, c'est-à-dire les différentes parties, identité de l'organisation, structure en cercle, rôle, etc., avec une série de questions et puis les réponses qu'on peut leur donner, et qui sera à compléter au fur et à mesure qu'on a le temps, d'une part, et qu'on en rencontre le besoin dans nos différents accompagnements.